Bonjour à tous et toutes. Merci de vous être joints à nous. Je veux simplement prendre un instant pour remercier les commanditaires de la conférence. Nous avons PNBC, la stratégie pour la recherche d'orientation sur l'action, l'Institut canadien de recherche sur la santé, l'Institut de la santé musculo-squelettique et de l'arthrite, le partenariat pour partenariat à l'engagement de patients en recherche sur la douleur, et Pepper. Et Santé Canada, plusieurs de nos conférenciers vont partager des histoires, des points de vue mentionnés par leurs expériences individuelles, les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement les visions de Douleur Canada, PN Canada et ou de nos commanditaires. Et souvenez-vous que ces séances seront enregistrées et disponibles sur le canal YouTube de Pain Canada. Bienvenue à cette deuxième séance aujourd'hui. Il s'appelle Caregiving and Chronic Pain, donc douleur chronique et dense. Et souvenez-vous qu'aujourd'hui, ce sera enregistré, comme j'ai mentionné, nous avons aussi un interprète français et les sous-titres sont disponibles pour vous. Si vous allez dans le bas de votre écran, vous pouvez cliquer sur CC et ça va vous faire des sous-titres. Bonjour, je suis très reconnaissant d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Delaine Linkovich. Mes pronoms sont elle et la. Je suis aussi membre du comité directeur de PTPT, Putting the Pieces Together, et je vais animer cette session sur la danse et sur la douleur. Je sais que les gens se joignent de peu partout au Canada. Personnellement, je suis à Guelph, Ontario. Je me reconnais comme une terre volée et non cédée des territoires traditionnels des Anishinaabe, des Ottawa et des Hurons et des peuples Haudenosaunee, des terres sous-traitées et territoires de Mississauga de la Credit. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir prendre soin des autres et animer cette séance aujourd'hui sur ce territoire. Et maintenant, j'aimerais commencer. J'aimerais faire les présentations de nos formidables panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. D'abord, nous avons Michelle Wan. Michelle accompagne et soigne deux enfants d'entre eux, vit avec des problèmes médicaux complexes. Un défenseur acharnée. Elle va nous parler aujourd'hui ça s'appelle Victime, héros ou persévérante, le point de vue d'une soignante sur la façon dont les étiquettes sociales créent des obstacles pour les personnes vivant avec de la douleur. Deuxièmement, nous avons Cherise Lane. Thérèse est une militante dédiée pour les personnes qui vivent avec de la douleur chronique. Elle porte plusieurs casquettes, d'une d'entre elles étant euh, donneur de soins de personnes pour son mari qui vit avec la douleur chronique. Elle vient nous parler de sa conférence qui s'intitule Soigner sans disparaître, équilibrer les besoins de mon partenaire avec ma propre douleur. Et ensuite, nous avons aussi Thalis Laird, qui est une soignante, une père aidante, ainsi qu'une travailleuse en deuil. Pour accompagner les personnes dans le deuil et une personne soignante qui a deux enfants en prime. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir ces trois âmes, ces trois grandes âmes aujourd'hui. Je voulais recommander tout le monde. C'est vraiment très important. C'est un grand sujet. On ne pourra pas tout le parcourir aujourd'hui, mais nous espérons démarrer quelques réflexions, quelques conversations. Nous ferons une question-réponse vers la fin du panel, mais sentez-vous bien libre de mettre vos questions dans le chat Q&A, QR, et je m'assurerai de regarder ces questions plus tard pendant le panel. Je vais normalement passer la parole à Michel pour commencer, qui va nous présenter le sujet des aidants qui appuient les personnes vivant de douleurs chroniques. À vous la parole, Michel. Merci, Delaine. Delaine a mentionné que je suis la mère de deux enfants. J'ai un fils qui a 15 ans et j'ai une fille qui s'appelle Chloé et c'est la personne que j'accompagne. Chloé a vécu la douleur pendant presque toute sa vie. Elle vient tout juste d'avoir 17 ans, il y a 2 ou 3 semaines. Elle a eu sa première chirurgie qui a permis de lui sauver la vie à la naissance. Elle a eu 19 autres chirurgies depuis. Elle vit avec une douleur pelvique chronique. Elle a aussi des douleurs procédurales quotidiennes parce qu'elle a une procédure de 3 heures dont elle a besoin pour rester en vie. J'appelle ça de la douleur procédurale parce que c'est tous les jours, c'est comme une douleur chronique et aiguë, une douleur procédurale et elle a aussi des migraines, donc toutes sortes de différents types de douleurs. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les obstacles. Au début, on s'est vraiment aperçu qu'on avait des barrières quant à la façon dont on parle de la douleur, comment on décrit la douleur. Est-ce qu'elle est sourde?
Vous êtes soit une victime ou vous souffrez, ou vous êtes une héros, un héros, une héroïne. Vous êtes tellement bonne. Vous avez persévéré et tout. Vous avez répondu aux défis. Et vraiment, je trouve que ça, c'est ça l'obstacle. Parce qu'on ne parle pas vraiment de la douleur d'une façon authentique. Les personnes qui doivent porter cela, vous êtes soit une victime ou un héros, une héroïne, et vous persévérez à travers votre vie quotidienne, à travers une douleur. Et je pense que je vais en parler davantage dans ma conférence. Pourquoi je pense que c'est ça, la barrière principale, cette persévérance que les gens font à travers la douleur. C'est là mon introduction. Merci, Michel. Maintenant, je vais passer la parole à Trace. Cherise, pardon. Bon, je suis Cherise. Merci. Merci, Michel. Merci, Jelaine. Je suis Cherise. Je vis avec de la douleur chronique, mais je suis aussi une aidante pour mon mari. Je suis très reconnaissant d'être ici aujourd'hui dans un espace où les gens comprennent la complexité de ce que c'est que de vivre avec de la douleur, à quel point votre vie devient plus compliquée quand vous accompagnez quelqu'un en même temps, tout en portant votre propre douleur. Avant d'aller plus loin, j'aimerais offrir une petite note douce sur le contenu. Je vais parler de l'impact émotionnel de l'aidance, y compris les problèmes de santé mentale. Veuillez prendre bien soin de vous-même de toutes les façons dont vous avez besoin. Quand vous vivez avec la douleur elle-même pour quelqu'un que vous aimez, il y a toute une couche de défis que plusieurs personnes ne voient pas ou ne comprennent pas. Je veux nommer ici quelques-unes de ces barrières. Euh, Pas pour mépriser, pour nous accabler, mais pour valider ce que plusieurs d'entre nous portent tranquillement sans le manifester. Comme entendu que je partage, si ça vous semble familier, on va commencer par les limitations physiques. Quand votre cœur euh, n'importe quelle tâche, la moindre tâche peut sembler énorme. Les choses comme aider à faire le ménage dans les activités quotidiennes, les rendez-vous ou les besoins domestiques, ça ne vous prend plus d'énergie que d'autres personnes ne peuvent s'en apercevoir. Quelquefois, on se lève en douleur avant que la journée n'ait même commencé. C'est avant même que j'ai pris soin des besoins de quelqu'un d'autre comme accompagnante. Il y a la culpabilité de ne pas en faire assez. Il y a souvent une douleur tranquille, constante qui vous dit ah, je devrais en faire plus. Même quand nous faisons tout ce que nous pouvons possiblement faire, je me remets en question. Nous nous remettons en question et moi-même, les jours où la douleur nous force à ralentir, la culpabilité peut entrer en jeu et devenir plus forte. Se sentir responsable. Plusieurs parmi nous portent un grand sentiment de responsabilité. C'est comme si on devait toujours être en alerte pour la personne dont on prend soin et qu'on accompagne. Cette vigilance émotionnelle peut vous épuiser. Elle est épuisante, en fait. Et j'ai l'impression que je peux jamais pleinement me reposer. Il y a une perte d'identité. Petit à petit, accompagner une personne, ça a pris de l'espace où ma propre vie était là auparavant. Mes rôles, mes passe-temps, mes rêves se sont rétrécis graduellement. Je suis devenue l'accompagnante la soignante, l'aidante, pendant qu'elle est partie de moi-même qui se sont estompées dans la brume. L'isolement, parce que la douleur et l'accompagnement d'une autre personne, ça vous épuise, ça devient de plus difficile de socialiser, de faire des plans ou de rester connecté avec les gens. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi vous ne pouvez pas sortir davantage. L'isolation peut s'introduire graduellement jusqu'un jour, je réalise à quel point mon monde est devenu petit. Il y a une difficulté, une tension dans la relation. Quand on accompagne quelqu'un que vous aimez, ça change la relation d'une façon pour laquelle on n'était pas préparé. Les rôles se déplacent, l'équilibre change. Certaines journées, je perds de vue où est la limite, la frontière entre le partenaire et l'accompagnante. Et là, il y a aussi le burn-out émotionnel. Quand on prend soin d'une personne qui est en douleur, ça veut dire que j'essaie de verser du liquide à partir d'une coupe qui n'est déjà pas. C'est facile d'arriver à un épuisement émotionnel sans savoir qu'on ne peut pas s'arrêter pour remplir à nouveau la tasse parce que quelqu'un compte sur vous. Et toujours, toujours, vous êtes vu comme quelqu'un de fiable. Vous devez toujours vous concentrer sur la personne que vous accompagnez. On va toujours supposer que tout va bien pour vous. Votre douleur, votre épuisement, vos besoins
médicaux et émotionnels peuvent devenir invisibles. Même les fournisseurs de soins de santé, quelquefois, regardent la personne soignante, l'accompagnante, comme si on était juste un accompagnement, mais non pas quelqu'un qui a besoin aussi de soutien. Je sais que j'ai des techniques pour faire face à cela, dont je vais vous parler un peu plus tard. Merci. Merci, merci de votre partage, Therese. Tanis, je vais vous passer la parole. Merci, Delane, merci, Therese et Michel. Et Tanis, je suis Tanis, pardon. Je suis sur le territoire Snuneymuxw, non cédé, une terre, ce qu'on appelle aussi Nanaimo, sur l'île de Vancouver. Je suis ici pour partager une partie de mon expérience comme accompagnante et soignante, pas seulement personnellement, mais aussi professionnellement. Je suis aussi une parente et je suis aussi une personne qui est en douleur. J'ai des choses écrites ici que je vais vous lire. On va voir comment ça va aller. Donc, je suis une personne qui a connu toute une vie de problèmes de santé, de maladies et de deuil et de douleur. Et en tant que parente et ainsi que en tant qu'entrepreneur créatrice et accompagnante professionnelle, euh, j'ai pris ma formation de doula, d'accompagnante en fin de vie à l'automne de 2019. Et tout est devenu extrêmement différent dès le printemps 2020. C'était pendant la pandémie de COVID et cette pandémie a changé ma vie professionnellement et personnellement. Le trajectoire pour mon accompagnement du deuil a été impacté par tout cela. Alors, je ne fais pas tellement d'accompagnement en personne, je le fais beaucoup en ligne. À cause de mes problèmes de santé, j'ai dû faire de très grands choix, très différents. J'ai dû apprendre les questions de santé publique et de sécurité très, très rapidement. Et c'est quoi le véritable soin communautaire? J'ai dû apprendre les complexités des construits sociaux et des contrats sociaux. Tout ça, c'est pour, il s'agit toujours de garder ou de ne pas garder les autres personnes en sécurité et en santé. Et cette pandémie actuelle m'a rendu très clair à quel point l'aide mutuelle est cruciale. Les compagnons de soins sont cruciaux et la justice envers les invalidités. Tout ça, c'est pour qu'on puisse continuer à donner des soins et à aider les gens. Je travaille avec beaucoup de personnes actuellement qui font face à du deuil parce que le deuil vient de partout et la pandémie a amené beaucoup de cette peine vers la surface. Ce qu'on doit faire face actuellement dans la société, c'est un déni de la douleur et du deuil. Et dès qu'on pourra s'attaquer à cette douleur dans notre vie et vivre avec et la traiter avec nos êtres aimés, nos accompagnants, le mieux on sera en tant que société. J'ai essayé de transmuter tout cela, toutes ces nombreuses expériences vécues en un espace de soutien. Les accompagnants sont les personnes les plus sous-nourries et de faibles ressources et ça crée une réaction en chaîne de nuisance. Parce que si nous, les donneurs de soins, nous sommes en burn-out, les gens invalidés, les gens handicapés, les enfants, les personnes âgées, beaucoup d'autres personnes vulnérables dans la société vont payer pour cet épuisement professionnel. Une grande partie du travail qu'on fait est non payé. La grande partie de ce qu'on fait actuellement n'est pas payé, rémunéré. Ceux qui ont le privilège d'avoir ceci comme endroit rémunéré, ça crée une complexité additionnelle, un rôle supplémentaire à porter dans la société. Dans mon travail, je parle de soigner le soignant. Ça revient tellement souvent comme toutes les personnes qui jouent ce rôle. On essaie de faire face. J'essaie de gérer mes propres enfants et leurs propres complexités, ainsi que mes propres besoins complexes. Et je dois donner tout à fait le crédit aux cultures autochtones de partout dans le monde qui me rappellent et m'enseignent comment le soin communautaire peut vraiment se faire. Et je suis une pauvre mortelle qui essaie simplement d'émuler ces pratiques très profondes et très puissantes. En tant que colonisatrice dans cette terre, j'essaie de maintenir un sentiment d'humilité et de conscience de mon impact dans ce travail. Donc, en tant que parent primaire, j'essaie de continuer d'apprendre, de m'éduquer dans ces endroits, dans ces espaces. J'essaie de comprendre l'humilité culturelle et le respect. Et je me suis aussi formé au fil des ans pour bâtir mes ensembles de compétences, pour m'assurer que je peux me présenter de façon que j'avais besoin de faire pour le passé, que je puis me présenter aux autres de la façon dont ils ont besoin que je me présente dans ces endroits complexes de deuil, de douleur, pendant que je donne des soins.
par la doula. Donc, je suis une doula, une accompagnatrice d'accompagnement postpartum, en alimentation aussi. Les aliments nourrisseurs sont très importants. J'ai travaillé comme un travailleur du sexe à l'éducation sexuelle et en accompagnatrice, accompagnatrice j'ai été modératrice dans le passé. J'ai travaillé avec des enfants pour enseigner en ligne en tant que personne. J'écris sur le deuil. Je compte sur mes habiletés de counseling et je travaille sur des soutiens par les pairs. J'essaie d'avoir autour de moi autant de connaissances basées sur l'empathie que possible. Tout ce que je peux avoir dans ma vie pour être capable de me présenter aux autres, même si je suis en douleur, même si je dois soigner une autre personne, je dois prendre soin d'une autre personne. Je peux essayer de le comprendre et de me relier le mieux que je peux aux ces autres personnes en étant assez vulnérable pour me présenter dans cet espace. Alors, je remercie tous ceux parmi vous qui sont ici et maintenant. Oui, je veux continuer d'être militante et pour appuyer, et je veux vraiment continuer à passer la bonne parole autour de moi pour appuyer, nous appuyer tous en tant qu'accompagnatrices et soignantes en tant que outre la suite de ce panel, je vais vous montrer quelques diapos que je vais partager avec quelques conseils pratiques. Et je vous invite aussi à regarder le monde de l'accompagnement au deuil et à la mort et les doulas de fin de vie et les soins palliatifs. Parce que ça, la mort, c'est un mot qui fait peur. Et j'essaie de ne pas introduire quelques tabous que ce soit, mais plus on pratique à rentrer dans ces espaces difficiles et durs, ces espaces qui sont inévitablement difficiles du mieux que l'on peut pour traverser la vie dans ces moments, dans cette époque pleine de défis dans laquelle nous vivons, pour nous soutenir les uns les autres. J'ai toute une autre bonne humeur à vous dire à ce sujet. J'ai hâte de pouvoir le faire dans cet espace de partage avec vous tous. Merci. Merci, Cherise, et merci à tous d'avoir partagé vos points de vue sur l'accompagnement. Avant de continuer, j'aimerais simplement faire savoir à tout le monde que on est conscient que nous avons certaines difficultés avec nos options questions-réponses et nous voulons, j'espère, avoir des messages à nos panélistes quand on arrivera plus proche de la fin de la séance. Alors, si vous pouvez rester, garder en vous vos questions, ces questions brûlantes que vous avez, et puis ensuite, jusqu'à ce que vous pourrez le mettre dans le clavardage quand on arrivera après la fin plus proche de la fin de la session. On vous demande simplement de ne mettre que des questions plutôt que des commentaires. Nous aurons ce questionnaire à la fin où vous pourrez afficher vos commentaires si vous le désirez. Et en affichant seulement des questions, ça va me permettre à moi-même et à nos panélistes de répondre à autant de questions que possible. Alors, merci de votre patience là-dessus. Maintenant, nous avons entendu Michel, Cherise et Tanis qui avaient certaines réflexions à nous donner sur certaines solutions clés ou des stratégies de prévention plus proactives ou de nouvelles approches qu'ils aimeraient partager. Alors, je vais commencer par Michel qui va commencer à nous diriger là-dessus, à une conversation. D'accord. Avant de commencer, je voulais simplement effleurer deux ou trois choses que Thérèse et euh, Tiana ont mentionné. Tanis, pardon. Thérèse a parlé de l'isolement et à quel point les soignants informels ou autres ne sont pas reconnus. Et Thalys a mentionné qu'une grande partie de ce travail n'est pas rémunéré. Je suis actuellement à Ottawa. Je suis à une autre conférence. Je suis au sommet canadien sur les soins présenté par le Centre canadien pour l'excellence en matière de soins. Ils viennent tout juste de créer une stratégie nationale de soins. Ce qui m'a frappé, c'est la différence entre le monde pédiatrique et le monde adulte. Les deux mondes, dans les deux mondes, je pense que les accompagnateurs sont ignorés. Dans le monde adulte, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de l'équipe, ils sont totalement ignorés parce que c'est centré sur le patient. Mais c'est le contraire en pédiatrie, au point où je n'ai pas réalisé que j'étais une soignante ou une accompagnatrice, mais on s'attendait à ce que je fasse des soins infirmiers, des véritables soins. J'ai dit, oh, vous avez eu un jeune bébé. Non, 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 non. On parle d'insertion de cathéter, alimentation par tube. On m'a s'attendait à ce que je fasse ça. On m'a jamais appelé une accompagnante. J'étais juste la maman et ça faisait partie du travail, tout simplement. C'est le travail d'une maman. Mais c'est très différent. Moi, je fais partie actuellement de l'équipe de soins infirmiers pour ma fille, alors que dans le monde adulte, les aidantes sont totalement isolées et éloignées, mais dans les deux mots, il y a quand même une reconnaissance de l'accompagnant, de l'accompagnante.
Pour revenir au thème principal que je veux parler, ce sont ces étiquettes et ces barrières qu'on crée pour les personnes qui vivent en douleur. Dans un monde pédiatrique, on voit des exemples on le voit partout, en fait, pas seulement dans les médias, dans les émissions de télévision, dans les campagnes de levée de fonds pour les hôpitaux. Quand on parle avec nos collègues de travail, on voit ça aussi dans les soins aux patients. Souvent, quand on parle de douleur, on nous fait pression pour qu'on en parle d'une façon qui fait en sorte que les autres se sentent mieux propos de cette douleur. La façon que les autres personnes se sentent mieux, c'est de les mettre dans un panier. Vous êtes soit une victime, soit un héros. Et si vous êtes la victime, vous devez résoudre cette question. Personne ne veut dire vous êtes en douleur, c'est terrible. Mais on veut dire, oh, vous avez une bonne équipe de soins de santé. Oh, vous avez il y a toujours ce besoin d'atténuer et de faire en sorte que l'autre personne se sente mieux par rapport à la personne qui vit de la douleur. Des exemples dans le système des soins de santé, j'ai senti beaucoup de pression et je sais que je faisais ça en tant qu'accompagnante, en tant que personne de soutien pour jouer ce rôle de bravoure. Ma fille devait être une héroïne, une brave personne. Par exemple, quand vous avez une intraveineuse, il y a de la douleur qui est impliquée. Il y a un gel engourdissant que vous mettez sur votre bras pour diminuer la douleur, mais quelquefois, si les gens sont pressés, on demande à ma fille de ne pas avoir ce gel. Ça va aller plus vite, on va y aller directement. Si tu peux être courageuse, ma fille. Je ne voulais pas être la mauvaise parente et elle ne voulait pas être une mauvaise patiente. Alors, on est entré dans le jeu en tant que personne soignante. J'ai dit, ah, on va être brave, on va être courageuse, Chloé. Sois courageuse. Elle a été brave, elle s'est mis un visage de bravoure. Elle a eu son travail. Lui a enseigné à devenir silencieuse, non seulement à propos de sa douleur de l'intraveineuse, mais toute douleur au point où elle pensait que c'était plus important de jouer ce rôle de personne silencieuse qui endure la souffrance plutôt que de parler de la douleur. Dans l'hôpital, c'était plus important d'endurer. Et je me sentais extrêmement coupable en tant que sa soignante. Et quand j'ai vu que quand elle a eu 10 ans, elle m'a dit, Maman, je pensais que toutes les personnes qui avaient des problèmes médicaux étaient toujours en douleur. J'ai dit, non, non, tu ne devrais pas être en douleur tout le temps. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que c'était important d'en parler ou de me parler à son équipe ou de me dire ce qu'était toute sa douleur. Et ça a été un sentiment terrible pour moi de réaliser qu'elle avait souffert en silence. Heureusement pour nous, on vit à Toronto, qui est une grande ville. On a beaucoup d'hôpitaux d'enseignement et on a accès, hein, les spécialistes en douleur chronique, aux meilleurs experts en douleur pédiatrique. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que le fait d'avoir accès, juste le fait d'avoir accès, ce n'est pas nécessairement suffisant. Ça ne se traduit pas nécessairement en solution. Parce que ma fille avait tellement de types de douleurs différents. Des maux de tête qui sont chroniques tous les jours, même si c'est un peu à l'extérieur de la portée d'une équipe de douleurs chroniques. Alors, sa douleur procédurale qu'elle avait chaque jour, c'était à l'extérieur du type de douleur que ces gens-là traitaient. Éventuellement, on a été référé à des experts sur ces douleurs de procédure. Ils ont réussi à rendre ça plus efficace et plus rapide. Mais pour ce qui est de la douleur, ils n'avaient pas de réponse. Quand ils n'avaient pas de réponse, ils ont dû tourner à ce type d'héros. C'est une vraie soldate. Elle est tellement courageuse, elle est tellement brave. Et ce que je devais dire là-dessus, c'est que la solution à la douleur, c'est pas d'être courageuse. C'est pas la solution. C'est juste une façon de faire en sorte que l'équipe de soins de santé se sente mieux. La douleur n'est pas inévitable. Je pense que si vous connaissez de la douleur, vous méritez toujours d'avoir des soins et du soutien. Et c'est ça, ces obstacles, ces étiquettes, ces paniers dans lesquels on place les personnes, le manque de soutien systémique, on laisse ces étiquettes nous distraire en tant que substitut du meilleur, du meilleur soulagement de la douleur pour les patients et pour leurs soignants, meilleure solution au niveau systémique. C'est plus facile d'avoir recours aux paroles. Oh, tu es tellement courageuse et tes aidants sont tellement courageux. Là-dessus, je pense que c'est important de sortir de ces moules stéréotypiques
il faut commencer à compter les histoires de douleur d'une façon authentique. Ça serait peut-être pas inspirant, là, pour une campagne de levée de fonds. Ça serait peut-être inconfortable. Ou il n'y aurait peut-être pas de ce genre de solution qui serait facile. Mais je pense que c'est important de normaliser le fait de parler de la douleur d'une façon authentique, de nommer les noms, d'en parler. L'autre jour, Chloé, on lui a demandé de regarder une ressource de soulagement après une chirurgie. Il y avait toute une page sur les affirmations de comment on peut être courageux. Si tu veux pas être courageux, si tu es en douleur, ça ne te tente pas d'être courageuse ce jour-là. Alors, elle va devoir parler de ça. Il faudrait effacer cette page parce qu'on n'a pas toujours obligé d'être courageux. Ah, maintenant, elle a 17 ans, Chloé est devenue consciente de ses étiquettes et de la pression. Et elle a arrêté de se voir comme, écoutez, je ne suis plus une héroïne de bravoure. Elle s'est donné la permission de ne pas être brave et courageuse en tout temps. Quelquefois, elle veut chercher une solution. Et étant, moi, sa soignante, son accompagnante, si elle n'a pas beaucoup d'énergie cette journée-là, et c'est correct, elle me vient voir quand elle voit ça. Si on veut regarder des solutions, quelquefois, je vais le faire. Tu n'es pas obligé de venir, tu peux être toi-même. Et je veux juste qu'elle sache qu'il y a toujours quelqu'un dans son coin pour la rencontrer avec son niveau d'énergie, où elle en est. Parce que je ne peux pas imaginer être dans le niveau de douleur où elle essaie de faire tout ça, être toute seule. Je veux qu'elle sache que je suis là pour elle. Alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer ses dessins, parce qu'elle avait du mal à parler de sa douleur, donc c'était beaucoup plus facile pour elle d'exprimer ce qu'elle ressentait par le dessin. Donc, je vais vous les montrer. Vous voyez ma page. Alors, ce premier dessin, elle l'a produit quand elle avait 8 ans. Elle utilise le dessin pour gérer la douleur et aussi pour parler de la douleur. Ça lui évite d'avoir utilisé des mots. Ici à gauche, c'est Belle de la Belle et la Bête. Alors, c'est ce qu'elle voulait montrer. Elle cachait la douleur. Je lui demandais pourquoi Belle était si euh, triste. Mais c'est que Belle est attaquée par la bête. C'est pourquoi elle est triste. Et on voit ses yeux, son regard vide qui pleure. Ici, c'est ce qu'elle ressent lorsqu'elle est dans un accès de douleur. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Donc, c'est pas euh, comme des poignards. C'est comme si on se noie dans cette douleur envahissante et on a du mal à lever la tête, à sortir de cette baignoire de douleur. Alors, c'est ce qu'elle nous révélait lorsqu'elle sent la douleur. Ensuite, elle a dessiné ça l'an dernier. C'est un autoportrait. Elle est fascinée par les statues et c'est un dessin d'elle qui le représente, elle, en statue. Parce que, bon, à l'école, on ne peut pas crier, donc elle garde la douleur en elle et elle prend une posture très stoïque. Alors, c'est une représentation d'elle en statue parce qu'elle sent que c'est un masque qu'elle doit porter tous les jours, le masque qu'elle s'impose pour éviter de communiquer sa douleur. Et les professeurs disent, bon, je ne sais pas si je la comprends pas, je ne sais pas si elle aime le cours, puisque cette énergie, son énergie, euh, en fait, est sollicitée par la douleur, par ses efforts pour ne pas pleurer, pour ne pas crier, eh bien, elle est difficile à lire, disent les professeurs. Ce dernier dessin, eh bien, moi, c'est ce que je comprends le mieux parce que ça, c'est une représentation du système de santé. On n'est pas visible. On doit. Notre personne n'est pas visible. C'est bon, j'ai mal à la jambe, donc il faut aller voir le médecin, lui dire j'ai mal à la jambe, pas dire j'ai mal partout. On est examiné par morceaux, par pièces. Alors, en tant que son aide-soignante, je suis la seule personne qui la voit, Chloé, en tant qu'une personne complète et qui voit comment tous ces types de douleurs dont elle souffre s'imbriquent et s'influencent. Et moi, je suis, euh, en fait, son attaché de presse qui essaie de parler à un professionnel de la santé pour telle douleur, un autre pour une autre douleur et un autre pour une autre douleur. Et parce qu'il ne la voit pas comme un tout, il la voit comme une douleur
circonscrite à une partie de son corps. Merci, Michel. C'est très inspirant de vous entendre raconter votre expérience et celle de Chloé, qui s'exprime de façon artistique et créative pour exprimer sa douleur. Je vais demander maintenant à Therese, de nous donner des idées pour s'attaquer aux obstacles que vous évoquez. J'aimerais remercier Michel de nous avoir raconté son histoire et celle de sa fille et de nous avoir montré ses dessins qui expliquent beaucoup plus qu'une douleur sur une échelle de 1 à 10, de toute évidence. J'ai pris des notes pour éviter de perdre le fil et j'ai pris des notes sur les techniques que j'ai trouvées pour que mon mari et moi, on puisse vivre une vie relativement normale. Mais la première chose, c'est l'autocompassion. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est l'autocompassion. Et c'est ce qui m'aide. Surtout les jours où j'ai l'impression que je n'arriverai pas à traverser ma journée. Des fois, on pense qu'on doit en faire davantage. Je vais dire qu'on doit en faire davantage. Pourquoi on ne peut pas le gérer mieux? Mais moi, je ne parlerai jamais. En fait, c'est ce que je me dis. Pourquoi tu peux pas mieux gérer? Pourquoi tu peux pas en faire davantage? Je parlerai jamais à un ami comme ça. Je dirai jamais ça à mes amis. Alors maintenant, quand ça m'arrive, quand je me surprends à me taper dessus, je me dis, un instant, parle-toi comme si tu étais ton ami. Alors c'est difficile, oui, mais tu fais de ton mieux. C'est normal que tu sois fatigué. N'importe qui serait fatigué dans cette situation. Ou c'est acceptable d'aller plus lentement aujourd'hui. Et ces phrases que je me dis adoucissent la pression que je me mets sur les épaules. Donc l'autocompassion ne résout pas tous les problèmes et les défis, mais elle dort la pilule, elle adoucit la pression en quelque sorte, oui. Donc ensuite, il s'agit de s'établir des limites quant à ce qu'on peut faire, non seulement pour mon mari, pour moi aussi. Pendant longtemps, je disais oui à tout. Oui à chaque tâche, besoin, demande, même quand j'avais du mal à survivre. Donc, j'ai constaté que plus tard, je payais toujours le prix. Maintenant, j'essaie de toujours vérifier auprès de moi si je suis capable de faire quelque chose avant d'accepter de le faire, pour m'assurer que j'ai la capacité de le faire. Si la réponse est non, eh bien, je... si la réponse est non, eh bien, je prends mon temps et j'accepte la situation. Je me dis, ou je dis aux gens, je veux vous aider, mais je dois prendre une pause. Je ne peux faire qu'une seule chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui est la priorité pour vous? C'est ce que je demande aux gens. Et j'essaie de ne pas oublier que une limite, ce n'est pas un mur pour exclure les gens. C'est un chemin nous permettant de garder la voie, de rester dans une relation avec quelqu'un. Donc, la communication honnête, c'est une technique importante. Alors, il s'agit de parler de façon honnête et ouverte avec mon partenaire sur comment je me porte, pas seulement sur comment il se porte. Au début, c'était inconfortable parce que je voulais pas passer pour une femme qui n'est pas un superwoman. Maintenant, j'essaie d'être honnête avec les autres, surtout lorsque mon niveau de douleur est fort et que mon niveau d'énergie est faible. Souvent, c'est ce que je dis. Je t'aime et je veux t'aider, mais j'ai beaucoup de douleur aujourd'hui, alors je dois ralentir. Ou je me sens submergé. Est-ce qu'on peut trouver une façon de faciliter les choses pour toi et moi? Ce qui me surprend le plus, c'est que en m'ouvrant ainsi aux autres, ça n'empire pas les choses, mais ça les améliore. Et ça établit un climat de confiance et de compréhension entre les deux. Et on comprend maintenant, mon partenaire et moi, qu'on est une équipe et qu'on peut s'attaquer aux problèmes de la vie de plusieurs façons. Mon temps, mon espace. C'est quelque chose qui m'aide à gérer ma journée comme bon me semble. Ce n'est pas un luxe, mais c'est un besoin.
Et longtemps, je me sentais coupable à prendre du temps pour moi. Le repos, pour moi, je le considérais comme égoïste. Et le bonheur, c'était comme un luxe auquel je n'avais pas droit. Et je me suis rendu compte que si je ne remplis jamais les batteries, je n'ai plus d'énergie pour les autres. Pour moi, mon temps, ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être 10 minutes pour une tasse de thé. Parfois, il s'agit d'aller m'asseoir dehors pour euh, prendre une bouffée d'air frais. Parfois, il s'agit d'écouter un peu de musique pendant quelques minutes. Mais l'important, c'est pas ce que je fais avec ce temps. L'important, c'est qu'il m'appartient. Et prendre du temps pour moi me rappelle que j'existe au-delà de la douleur et au-delà de la proche aidance et que j'ai le droit de vivre ma propre vie. Et une autre technique, c'est de bâtir son identité à l'extérieur de la proche aidance. Et la dernière chose qui m'aide, c'est de rétablir les ponts avec qui je suis. Je suis une proche aidante, une personne qui vit avec la douleur. Et la proche aidance devient votre identité. C'est difficile d'oublier qu'on a une vie à l'extérieur de la proche aidance, qu'on a une autre identité. Alors, rebâtir mon identité, ça n'a pas été rapide, ça n'a pas été facile, mais ça a été essentiel. Pour moi, c'est comme ramener lentement des choses, des moments de créativité, des liens avec des gens que j'aime bien. Par exemple, des choses que je fais, c'est d'aller au gymnase tous les matins. Et c'est devenu un élément important de ma routine. Ce ne sont pas des hobbies, ce sont des bouées de sauvetage qui me rappellent l'importance d'avoir sa propre vie. Ça me permet, ça m'a permis aussi de ramener les morceaux de moi qui étaient éclatés, les ramener vers moi. Alors, je vis toujours avec la douleur. Je m'occupe toujours de quelqu'un qui m'importe. Ça n'a pas changé. Mais la différence maintenant, c'est que je suis bien présent dans le processus. Je ne disparais plus. J'apprends à profiter de la vie et je me choisis moi en premier. Alors, je vous laisse sur ceci. Si vous vivez avec la douleur et vous vous occupez de quelqu'un qui vous est cher, n'oubliez pas que vous occuper de vous, ce n'est pas vous écarter de votre devoir. C'est le contraire, justement. C'est de le perpétuer. Vous avez le droit de préserver votre force, votre joie, votre authenticité, même quand vous vous occupez de quelqu'un. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du courage. Et c'est une façon de s'aimer et d'aimer l'autre. Merci. Merci énormément, Therese. J'apprécie beaucoup cette sagesse dont vous nous faites part, ainsi que le caractère pratique de vos conseils. Avant de passer la parole à Tanis, j'aimerais que vous sachiez qu'on va ouvrir le clavardage d'ici peu et ça vous permettra de poser vos questions, de vous adresser à nos panélistes et un rappel, lorsque vous publiez des questions, on vous demande de vous en tenir à des questions à proprement parler. Et si vous avez des commentaires, vous pourrez les soumettre dans le sondage qui vous sera communiqué à la fin de la séance. Merci, Therese et Michel, pour vos perspectives. J'ai beaucoup de questions pour vous, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Alors, Michel, vous avez parlé de courage, vous avez parlé des moments ennuyeux, vous avez parlé de l'importance de surmonter les idées négatives et de faire son deuil. Vous avez dit, quand on vit un deuil, on a tendance à repousser nos émotions. C'est une réaction standard dans notre société. Et vous nous avez dit justement que c'est important d'éviter de faire ça. Et malgré que votre fille doit être brave, eh bien,
Eh bien, à l'impossible, nul n'est tenu. La résilience, c'est quelque chose de difficile et personne ne doit se voir imposer euh, une résilience dans des situations extrêmes comme celle-ci. Vous avez parlé de choses que je vois chez mes clients également. Vous avez parlé de créativité. Pour moi, la créativité, c'est un excellent point de départ avec mes patients parce que je suis artiste et je trouve par l'art de nombreuses façons de traiter, d'avancer mon propre deuil et de communiquer avec les autres. Alors, je vais afficher mon écran. Alors, une biographie succincte. Je passe ça en revue assez rapidement. Alors, à droite, c'est un autocollant que j'ai produit il y a quelques années, qui a été très populaire. C'est quelque chose que j'utilise dans mon propre travail et dans mon travail avec mes patients. J'ai perdu ma mère il y a environ 10 ans. J'ai perdu pas mal de monde dans ma vie et ça a été très lourd. Ça a culminé par des problèmes personnels dans ma vie. Et peu importe la relation qu'on a avec nos parents, je pense que perdre un parent, c'est quelque chose qui vous marque pour la vie. Et pendant que je tentais de comprendre les complexités de cette perte et la douleur que j'ai subie presque toute ma vie, eh bien, j'étais en deuil. Et un de mes amis m'a dit que pleurer, c'est l'étape clé. Alors, quoi d'autre est-ce qu'on a ici avec ces émotions lourdes et négatives? Eh bien, il y a quelque chose d'important ici, c'est la façon dont on se voit et on est vu en public. Et, par exemple, on voit pas beaucoup de gens pleurer en public. Et moi, j'essaie de normaliser les manifestations publiques du deuil. La nature est mon sanctuaire. Ma religion, c'est la terre, la nature. Et la douleur, c'est l'information que je porte avec moi maintenant que j'ai ma propre douleur chronique. Et l- l- ce que j'essaie de faire dans ma vie et ce que je prône, c'est de regagner du terrain face à la douleur et face à tous ces défis auxquels on fait face dans notre vie. Alors, une des choses qu'on fait dans le travail de deuil, en cas de perte d'un être proche, on est des euh, travailleurs du deuil. On est des travailleurs doulants, des compagnons, des coachs, des cryptes doulants, des doulants du sexe, doulants du genre. Eh bien, c'est un terme qui signifie proche aidant. Il y a d'autres façons de décrire ce que l'on fait en tant que proche aidant et comment on répond présent non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes. Alors, ce sont des choses que je fais. On a aussi beaucoup d'autres rôles, et tâches, et on appelle ce que l'on fait de nombreuses autres façons. Alors, ce que je fais pour moi-même, mes clients et ma communauté, c'est pas toujours du travail rémunéré, comme je l'ai dit, c'est du travail communautaire. Alors, si quelqu'un dans cette pièce veut répondre présent de différentes façons pour les gens qui souffrent de douleurs chroniques et autres, eh bien, c'est possible. En tant que douleur ou proche aidante, l'écoute empathique, c'est la première chose qu'on fait. C'est ce qu'on appelle dans le soutien au père, euh, dans le soutien des autres. L'empathie, c'est un outil très important. Non seulement
Il s'agit non seulement de répondre présent pour les autres, mais aussi pour soi-même, d'écouter les autres et de s'écouter soi-même. Bon nombre des choses qu'on fait euh, sont de travailler sur l'espoir, planifier l'avenir, i- euh, représenter l'avenir, imaginer l'avenir. Et je vous encourage à avoir des objectifs, des choses qui vous maintiennent en vie. Alors, ce sont des choses qu'on peut organiser pour vous. On peut vous aider à créer une routine qui inclura ce qu'on voit à droite ici, de cette page, des rituels, des cérémonies, des pratiques où on doit être présent de façon éloignée peut-être, régulièrement. Le militantisme également. Il s'agit de parler au nom des gens qui souffrent de douleur, parler au nom de nos patients. Et je veux m'assurer qu'on parle au nom de nos proches aidants également. Comme le dit Michel, souvent, lorsqu'on est parent, ou lorsqu'on est des parents, ou les enfants de, d'aînés, on comprend notre rôle de proche aidant. Et ça, c'est un rôle spécial et très important dans la société. On fait du mentorat, on donne des formations. Ce sont des... En fait, il y a énormément de ressources en ligne sur ces domaines et je vous en parlerai peut-être plus tard. Le soutien par les pairs et être présent pour les autres de façon à ne pas s'épuiser. Et c'est ce qui est évidemment, tout ça, ça soutient. En fait, ce sont des petites choses qui peuvent donner lieu au burn-out. Et j'ai une citation pour vous. C'est que les petites joies contrebalancent les grands deuils. Et c'est ce qu'on dit souvent aux gens dans les environnements, situations postpartum. Et on crée des rassemblements, des espaces de rencontre. On aide les gens avec leur épicerie, par exemple, avec en fait, le travail ménager, et les commissions. J'encourage les gens à faire ça en groupe parce que bon nombre d'entre nous sommes incapables de faire ces petites tâches quotidiennes, essentielles, seuls. Mais en équipe, ensemble, ça devient plus facile. Alors, c'est le genre de choses que j'organise et que je peux organiser pour d'autres patients et clients. Et on fait également du travail sur la mort et on parle des choses malaisantes et c'est un espace accueillant pour les personnes vivant avec la douleur parce qu'on a besoin de plus d'espace pour ces conversations. Et on offre du soutien philosophique, spirituel, un lien avec la communauté. Ce sont des choses dont on a plus besoin et on doit développer les ressources offrant ces services et continuer à les développer. Alors, c'est un exemple de choses que l'on fournit. Alors, j'encourage les gens qui vivent avec la douleur et les proches aidants à trouver les gens qui peuvent les aider dans tout ça. N'ayez pas peur du mot douleur de la mort, parce que ces gens sont parmi les gens les mieux placés pour faire ce travail, pour déterrer les choses lourdes que l'on porte en soi. Il y a des problèmes systémiques avec les populations vulnérables. Euh, En fait, c'est un enjeu sur lequel travaillent les proches aidants à impact, ce que nous sommes. Alors, comme j'ai dit, ça, ce sont des choses qu'on fait avec nos clients dans, dans notre travail. On travaille avec les communautés queer, les communautés de la douleur. Alors, un lien pour vous, une liste de liens plutôt, un aperçu très succinct des ressources qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Aboutgrief.ca, c'est lié à l'Hospice virtuel canadien.
pouvez vous perdre dans ces sites web tant ils sont touffus et pleins d'informations. Il y a l'association Doula de fin de vie du Canada. C'est un point de départ pour les gens qui s'intéressent au doula. Alors, ce sont des services rémunérés en général, mais il y a beaucoup de ressources gratuites ici parce que bon nombre des travailleurs de la mort savent que les gens qui ont le plus besoin de ces soins sont les gens les plus vulnérables. Et ce sont justement les gens qui ne peuvent pas payer pour ces services, qui n'ont pas accès à ces services. Alors, c'est merveilleux qu'on ait des clients qui soient capables de payer ces services, mais moi, lorsque je suis rémunéré pour mon travail, je remets un pourcentage de mon revenu à, à un organisme communautaire. Alors, vous allez trouver euh, toutes sortes de ressources et des ressources qui se chevauchent, qui se complètent. J'ai également ajouté ce lien Instagram, le club du deuil queer. Alors, c'est un espace sûr, j'y ai pas été personnellement, mais je connais ces gens. Je les Je connaissais bien leur travail et je recommande fortement ce canal Instagram. Et ensuite, il y a d'autres groupes communautaires en ligne. Le groupe de considération COVID, c'est un des groupes de personnes les plus bienveillants que je connaisse. Et il y a également des groupes en fait, qui regroupent des patients, personnes souffrant de douleurs chroniques, des groupes de soutien par les pairs. Alors, ce sont des groupes qui disent les vraies choses et qui ne tombent pas dans la stigmatisation, qui permettent aux gens justement de trouver des ressources, trouver une communauté, des gens qui sont marginalisés, ignorés. Alors, quand il s'agit de deuil, de douleur, souvent dans la société générale, eh bien, on est reviré de bord, on est ignoré. Et ce sont justement des espaces où vous serez accueillis à bras ouverts. J'ai créé une histoire numérique. Elle sera diffusée mardi pendant cette conférence. J'ai eu l'honneur d'avoir cette belle cohorte. Ça s'appelle Développer la vulnérabilité. Ça porte sur les pratiques ancestrales axées sur le territoire que j'ai adoptées, apprises pour faire ce travail. Alors, c'est un petit exemple de créativité, des choses que je veux faire dans ce monde. Et je parlais de soutien par les pairs, de liens sociaux, eh bien, c'est un espace très bénéfique où vous trouvez cette semaine. Et je vous encourage à apprendre à connaître ces différentes communautés de personnes vivant avec la douleur. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci, Tennis. Merveilleux. Merci à toutes et à tous. C'est très apprécié. Je vois dans le clavardage qu'il y a beaucoup de questions. Je pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes ces questions. Par contre, j'essaie de demander à notre équipe technique pour voir si on peut communiquer les coordonnées de nos conférencières à nos participants parce que nous voulons recevoir vos questions pour y répondre et j'apprécie que vous soyez prêts à participer à ces discussions. Alors, je vais prendre une question au hasard. Peut-être que vous pouvez y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres gens sur le panel qui peuvent nous expliquer comment procéder pour éviter cette pression, éviter de dire aux gens d'être braves et de surmonter la douleur. Eh bien, ma mère a reçu un diagnostic de euh, neuralgie tridimensionnelle et ce qui est une maladie dégénérative. Maintenant, elle se porte très bien. Parfois, elle veut simplement une distraction. Elle veut quelque chose de drôle. Parfois, euh, elle veut faire quelque chose de pratique, ce que lui recommandent les neurologues. Et parfois, elle veut simplement de l'empathie. Oui, c'est chiant.
Donc, qu'on lui dise ce genre de choses. Oui, je suis d'accord avec toi, ça fait mal, c'est vraiment dommage. Alors, il s'agit de l'écouter, de lui demander où elle se situe dans ces choses. C'est peut-être la meilleure stratégie. Tanis et Therese, je suis d'accord. Il s'agit d'aller rejoindre les gens là où ils se trouvent. Euh, Est-ce que tu sais ce dont tu as besoin? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Il ne faut pas essayer de les obliger à être braves. Les gens ne comprennent pas la douleur. Et les gens s'attendent à ce que vous amélioriez. Et en fait, ce sont eux qui ne peuvent pas vivre votre situation. Alors, il s'agit d'aller rejoindre les gens là où ils se trouvent. Merci, Therese. Tennis, avez-vous un mot de la fin? Il s'agit de constater, d'écouter, d'entendre, de voir ce que vit une personne et lui offrir son soutien. Simplement, il s'agit simplement d'être témoin de ce que cette personne subit et d'être là pour elle. Vous n'avez pas besoin de réparer les gens, de les guérir, de trouver des solutions et de réparer le problème. Ce qui est essentiel ici, c'est de se mettre dans cette situation inconfortable, de l'accepter et de ne pas tourner le couteau dans la plaie. Cette personne souffre déjà. Alors, soyez là et reconnaître ce qu'une personne subit, ça peut être suffisant pour elle dans ces moments. Merci, Tanis. Comme je l'ai dit, malheureusement, on n'aura pas le temps de répondre à vos autres questions. Il y en a de très bonnes dans le chat, mais on doit respecter le temps qui nous est alloué. Alors, merci énormément, Therese, Tanis et Michel, de nous avoir raconté votre histoire et vos perspectives, ainsi que vos techniques et stratégies.